Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé. Laissez-vous faire, la science s'occupe de tout. Vous voulez une nouvelle paire de jambes? Vous souhaitez être plus fort, plus rapide, plus intelligent? Pas de problème. Grâce aux dernières nanotechnologies et aux nouvelles avancées de la robotique, vos capacités seront décuplées. Pour votre descendance, choisissez vos options comme celle d'une voiture. Un enfant de sexe masculin, brun aux yeux verts, avec le QI d'Einstein? Pas de souci, tous vos gènes sont sous contrôle et soigneusement réorganisés dans des tubes à essai. Dorénavant, le hasard n'a plus sa place sur Terre. Grâce aux stimulateurs cérébraux, aux puces électroniques sous votre peau et autres prothèses bioniques directement implantées dans le squelette, voici l'ère de l'humain augmenté. Fini les temps archaïques de l'Homo sapiens tributaire de Dame Nature. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres? Que quelqu'un puisse envier le fait que j'ai des prothèses aujourd'hui, c'est un concept totalement nouveau. L'amputation volontaire, je pense que ça arrivera. Sûrement dans le monde du sport. Les athlètes feront n'importe quoi pour avoir les meilleurs avantages possibles. Condron. Anything else you want to tell me? Amy Mullins et Oscar Pistorius sont les pionniers d'une ère nouvelle. Une ère où un homme diminué devient un homme augmenté. Un jour, dans les milieux les plus compétitifs, les mannequins, les sportifs de haut niveau ou les militaires seront amenés à remplacer leurs bras, leur œil ou une partie de leur cerveau par un organe artificiel plus beau ou plus performant. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand. Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentielle. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ?» Rod prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée qui succédera à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine, mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose. C'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici à la crème des étudiants du monde que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces
et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas. Très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. Un professeur de cybernétique en pleine santé a déjà commencé à transformer son propre corps. Preuve que l'idéologie transhumaniste s'est déjà répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg. Oui, c'est ce que j'aimerais être. La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument, et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait « Hello, Professor Warwick. » Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Peut-être que dans le futur, quand nos corps devenus obèses nous empêcheront de nous déplacer, on se baladera dans de petits véhicules comme celui-ci, nos cerveaux contrôlant le monde autour de nous. Nos corps ne servent qu'à promener nos cerveaux, peut-être à avoir des relations sexuelles ou 2-3 choses comme ça. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, ce serait très utile. On va effectivement avoir 2 espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. D'une certaine manière, l'humanité est déjà fragmentée entre riches et pauvres qui n'ont pas le même accès à l'éducation, à la culture, aux soins médicaux, à la technologie. Mais ces classes sociales sont aujourd'hui plus ou moins perméables. Demain, si la technologie est à l'intérieur de nos corps, l'humanité sera fragmentée en castes technologiques infranchissables. Ça pourrait créer 2 catégories, des individus supérieurs, améliorés, des individus qui ne le seraient pas. On a parlé d'une fabrication d'un nouveau type de handicap, dans la mesure où c'est les gens normaux qui deviendraient handicapés, par rapport à ceux qui ont eu les moyens de posséder ces améliorations. Il est très clair que cette volonté de normalisation de la matière humaine, de la chair humaine, accompagne une volonté de normalisation culturelle. On fait de l'homme compétitif, puisque c'est le mot-clé de notre époque. Et moi, je suis terrorisé par cette idée-là, qui fait qu'il n'y aura plus rien aux marges, donc il n'y aura plus d'espoir de sortie. Qui fixera la norme de cet homme compétitif, au cerveau infaillible, au corps parfait et sans âge? Les scientifiques? Les politiques? Les militaires ou les marchands? Alors que nous tentons de modéliser, standardiser, reproduire à volonté les processus biologiques, l'idéologie technicienne qui voit l'homme comme une machine gagne du terrain. L'application de cette vision industrielle de l'humain commence dès la naissance. Au Cornell Medical College de New York, un professeur d'endocrinologie s'est aventuré encore un peu plus loin dans les arcanes de nos ventres. En recréant de manière artificielle le tout début de la grossesse, le docteur Liu a commencé à assembler les toutes premières pièces d'une machine à fabriquer les bébés. Hélène Liu a réussi à fabriquer alors une véritable ébauche d'utérus artificiel, c'est-à-dire une cavité en plastique recouverte
par des cellules endométriales, c'est-à-dire par des cellules d'utérus féminin, et a réussi à faire s'implanter dans cette cavité des embryons humains, mais qui étaient des embryons pathologiques dont on savait que de toutes les façons ils allaient mourir. Quand elle a publié ses résultats, ça a déclenché de tels scandales qu'elle a été obligée d'arrêter tout ça, et elle a continué par contre à faire ça sur des souris, et elle a quand même réussi aussi à faire se développer dans ces cavités des petits souriceaux jusqu'à peu près la moitié de la gestation. Selon un sondage Internet, 55% des internautes ne voient aucun problème éthique à utiliser un utérus artificiel. Leur motivation ? Éviter les désagréments de la grossesse et continuer à travailler. Quand il y en aura un, il y aura un marché. Et puisque ça correspondra au désir de celles qui voudront quand même le faire parce que ce sera plus confortable. Et en plus, le marché sera suscité par les fabricants, comme c'est déjà le cas actuellement de tout un tas de médicaments dont l'utilisation est suscitée par les compagnies pharmaceutiques et donc qui créent le marché. C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception en sélectionnant le meilleur des embryons. Une nouvelle industrie propose des bébés à la carte, toutes options, garanties à 100%. Mère porteuse sur catalogue, donneur de sperme ultra sélectionné, on vend ici au prix fort le patrimoine génétique de l'enfant parfait. On peut maintenant choisir le sexe de son enfant et bien d'autres choses encore. C'est un prix fabuleux, moins cher qu'une voiture. En fait, si vous êtes sûr de votre choix, c'est un investissement très raisonnable. Je ne pense pas que ce soit comme acheter une voiture. En un sens, c'est le bien de consommation ultime. C'est quelque chose que nous aurons pour toujours. Si vous avez l'argent, je ne vois pas le problème. La question pour nous, c'est à quel point nous voulons une fille. Est-ce que nous voulons une fille à $30 000 ? Nous allons fabriquer des corps plus beaux qui nous permettront de vivre beaucoup plus longtemps et des cerveaux qui nous permettront de travailler plus. Mais au bénéfice de qui allons-nous nous infliger ces améliorations ? Pour plaire aux scientifiques qui font des découvertes fabuleuses ? Parce que nos gouvernements sont prêts à tout pour gagner les emplois de demain ? En supprimant le hasard de la vie, nous en éliminons le sens. Le risque, c'est que la technologie ne nous rende pas meilleurs, mais simplement moins humains.